pas s'en prendre aux propriétaires, moi je le dis. Faut pas s'en prendre aux propriétaires, faut pas en vouloir à ceux qui, malheureusement, voilà, il y a beaucoup d'impôts, il y a des impôts additionnels, il y a des taxes spéciales sur l'équipement et tout ça. Donc vraiment, tout ça n'est pas fait pour favoriser la baisse des coûts des logements. Ça c'est un. De deux, quel est le rôle du gouvernement pour soulager ces populations, tant au fait que ces populations-là doivent se loger décemment. Vous voyez, déjà qu'on n'a pas la possibilité ou la capacité de se loger, on casse les maisons. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire l'État ne fait rien pour loger les Ivoiriens, mais puis ce qu'ils vont faire, ils vont casser ces maisons-là, les maisons de ces pauvres citoyens. Ça, c'est deux. Maintenant, du trois, il y avait la promesse des logements sociaux. On sait que le déficit est, pour les logements sociaux, je crois que c'était de près de 50 000 logements par année que l'État devait combler. Montrez-moi le programme ambitieux de ces logements sociaux-là visant à rendre disponible l'acquisition de ces maisons-là par les citoyens. On nous avait promis ici des maisons avec 5 millions, c'est ça, non? Et tellement ça ne m'intéresse pas, où on payait 25 000 francs par mois, des choses comme ça. C'est vous dire que, véritablement, tout ça ne nous permettra pas d'abaisser le coût de la vie déjà élevé. Mais qu'est-ce qui concourt à ce que les maisons, toutes ces choses-là, commencent à avoir vraiment un prix très, très, très élevé? Mais c'est simple. La mauvaise gestion de nos finances, mais surtout, cette dette suffocante contractée par Alassane Ouattara. Il faut bien que quelqu'un paye. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Il faut bien que quelqu'un paye. Maintenant, qui va payer? Qui paye cette dette-là? Voilà. Donc, les taxes vont augmenter, forcément. Voilà, il faut tout taxer. Les taxes à l'importation. Vous avez vu, je crois, il y a eu, dans l'année fixa 2026, il y a eu des taxes appliquées sur les intrants permettant de nourrir les animaux et tout ça. Donc, vous voyez que tout ça ne va pas vous aider à en sortir. On a un gouvernement de près de 40 ministres. On cadote des amis avec des postes, des titres ronflants. Un président qui a 2 oreilles, il a 1000 conseillers. Chacun a un budget, bien évidemment, parce qu'il faut qu'ils vivent. Ils sont gracieusement payés aux frais du contribuable. Et en plus de cela, il y a ce nombre pléthorique de ministères, avec les ministres délégués, avec les secrétaires, je ne sais pas tout ça. Donc vous comprenez que il faut pouvoir soutenir le coût ou alors le train de vie de l'État. Ça c'est comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, donc tout ça, c'est vous dire combien de fois. Excusez. Ah ok. Je vais rester comme une vignette. Donc c'est ça le danger. Maintenant, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Est-ce qu'on est fatigué de subir ou pas? C'est la question. Si on n'est pas fatigué de subir, il faut pouvoir dénoncer toutes ces choses. Mais la Côte d'Ivoire est tellement mal barrée. Je voulais aborder le sujet de ce qui se passe à la frontière avec le Burkina. Il ne faut pas que les Ivoiriens prennent ça à la légère. Il ne faut pas que les Ivoiriens prennent ce qui est en train de se passer là à la légère. Ouais. Ça va nous retomber plein la gueule. La Côte d'Ivoire se croit suffisamment puissante pour affronter les pays de l'AES. Non, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. L'AES là, c'est pas une armée. Je veux dire, le Burkina, c'est pas une armée. Hein. Le Burkina est plus qu'une armée. Parce qu'il y a une entente. Il y a un traité entre ces 3 pays-là. C'est même pas... L'AES, c'est maintenant une confédération. Vous voyez, non? Et c'est comme s'ils avaient la même armée. Donc, si jamais vous avez affaire à l'armée d'un de ces pays-là, mais c'est que vous avez affaire aux 3 armées. Et la puissance de feu de ces pays-là est inimaginable. Ne vous amusez même pas. Ne vous laissez pas berner par les parades pendant les... Comment on appelle ça? Pendant notre indépendance, où l'armée ivoirienne essaie de bander les muscles pour montrer un peu combien de fois elle est équipée. Quand on sait que la plupart de ces équipements-là sont soit loués ou soit ne nous appartiennent pas, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire ça. Laurent Gbagbo a dit, il est mieux de pacifier nos relations avec les voisins. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que déjà, ils forment le premier bouclier de la lutte contre le terrorisme. Ok? Imaginez-vous, cette barrière-là, ce rempart-là, ça fesse. Ça veut dire qu'on sera laissé pour compte. Est-ce qu'on a la capacité de lutter vaillamment contre les groupes terroristes? C'est ça. Est-ce que nous avons une armée assez expérimentée dans ce genre de choses? Est-ce qu'on a une armée qui est forte? C'est pas qu'on n'a pas été sujet à des attaques terroristes, mais vous avez vu que la réponse n'a pas été efficiente.
On a des attaques sporadiques par moment où les gens se font attaquer, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'abord la capacité d'anticipation avant même de juger de la capacité de réaction? Donc moi je dis, il faut éviter de jouer à ce jeu qui est très dangereux. Vous ne pouvez pas rentrer sur un territoire d'un pays voisin, enlever le drapeau de ce pays-là et poser le drapeau ivoirien. On appelle ça une déclaration de guerre. Tout simplement. Vous savez que l'AES est en train de mettre en place un projet très... Attendez, est-ce que je vais pas mettre... Excusez-moi. Mais ça, si j'ai pas ça... Excusez. Je cherche une photo illustrative. Bon, je pense que je l'ai pas ici, c'est pas bien grave. Donc, j'étais en train de dire la chose suivante. Ce à quoi la Côte d'Ivoire joue, c'est très dangereux. Ouais, c'est trop dangereux même. On ne peut pas sous-traiter une guerre qui n'est pas la nôtre. Laurent Gbagbo l'a dit. Il ne faut pas conduire la Côte d'Ivoire dans l'aventure. Il ne faut pas nous amener sur un terrain très glissant dont on ne pourra pas vraiment s'en sortir. Voilà. Vous voyez, non? Il y a un mouton qui est en train de dire 3 puissantes armées et les Toro font la loi. Tu dis rien, toi. Vous voyez? Le mal de l'Afrique, là, ce sont les Africains. Il y a un grand homme politique qui me disait ceci. Il dit, tu vois, on est prêt à ériger des stèles pour rendre hommage au Lumumba, pour louer leur mérite, leur courage face au colonialisme et tout ça. On est prêt à louer le courage des Kwame Nkrumah et tout et tout. Tous les Africains sont unanimes que ce sont des gens qui ont été des héros et tout ça. Mais on est dans la situation où on a des personnes qui décident aussi de lutter contre ce néocolonialisme-là, de se battre pour la liberté, pour l'émancipation vraie, pour la souveraineté acquise des Africains. Mais regardez comment des Africains traitent ces personnes-là qui essaient de se libérer véritablement de l'emprise de ces Occidentaux-là. Demain, plus tard, on va dire vraiment c'était des héros. Que ne dit-on pas de Sankara aujourd'hui? Vous voyez, c'est ça le propre de l'Africain. Il se réjouit que des frères, des pays frères, émaillent à partir avec des groupes terroristes. Ça dit que ça lui fait un bien fou. Alors qu'il ne comprend pas que ces terroristes-là n'existent que de nom. Parce que ce sont des choses qui ont été créées, mises en place par l'oligarchie occidentale à des fins mesquines pour traire, pour profiter des richesses de ces pays-là. Et donc, ça doit leur coûter le sang. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez ça, si vous voulez faire attention à ça, si vous voulez marquer une pause, à prendre en considération certains agissements des frères africains, je pense que vous n'allez pas lutter. Je pense qu'il faut avoir les yeux rivés sur la cause. C'est ça qui est le plus important. L'AES, plus de combien d'années? D'abord, ce sont des territoires très vastes. Le fait qu'aujourd'hui, ces pays-là se soient dégagés de l'emprise coloniale et de l'ancien colon, est-ce qu'il y a eu véritablement des acquis? Aujourd'hui, le Niger est pratiquement maître de son uranium. Allez-y voir les pertes orchestrées suite au pillage de cet uranium-là par les entreprises occidentales. Allez-y voir le manque à gagner considérable. Allez-y voir à quel prix vil se vendait l'uranium du Niger. Alors que vous savez que c'est l'une des ressources principales de ce pays-là, mais qui est aussi très riche en or et en pétrole. Donc, le simple fait de pouvoir récupérer, d'avoir le contrôle de nos matières premières, ça nous donne une certaine autonomie. Ça nous permet d'impulser la dynamique du développement que chaque pays veut, à son rythme. On a un exemple parfait avec ce qui se passe au Burkina. Ce sont des pays qui veulent être tranquilles. On peut peut-être ne pas être d'accord avec la forme de gouvernance qu'ils ont, mais ça, c'est pas notre problème. C'est pas notre pays. Ça ne nous regarde pas. Il faut nettoyer devant ta cour avant de chercher à nettoyer devant chez le voisin. Le président du Burkina, il est en train de faire un travail colossal. Je dirais même abyssal. Tant c'est énorme. Regardez déjà le niveau de la vie qu'il essaie de mettre en place. Regardez même sur le plan sanitaire. Comment les prises en charge des citoyens burkinabés se fait de la façon la plus intéressante possible. Regardez les hôpitaux qu'il sort de terre. Aujourd'hui au Burkina, une prise en charge des insuffisants rénaux, c'est moins de 1000 francs. L'État a suffisamment les moyens pour pouvoir faire quoi? Subventionner tout ceci. L'accès aux soins est pratiquement garanti. Regardez comment le niveau de vie des agriculteurs est désormais facilité et relevé. Parce que l'État contribue de façon très efficiente à permettre que cette agriculture-là soit motorisée. On a vu dernièrement
avec la distribution de plus de 400 tracteurs. Montrez-moi quand la Côte d'Ivoire a déjà donné des tracteurs à des paysans, gratuitement s'il vous plaît, avec la fourniture des intrants, avec la fourniture des semences et tout ça, avec l'octroiement des terres arabes pour que ces paysans-là puissent multiplier leur production. C'est ça, vivre dignement. Mais vous savez très bien que ce sont des choses que nous pouvons faire si nos économies ou alors nos richesses ne nous appartiennent pas. C'est parce que ces gens-là ont compris qu'il faille prendre le destin entre leurs mains et être les maîtres incontestés et incontestables de leur matière première. Voici l'autoroute qu'il va faire. Bobo Ouagadougou. Tranquillement, sans fonds extérieurs, sans crédit, sans dette. Donc imaginez si ces pays-là sont véritablement stables. C'est ça que les Ivoiriens, c'est ce à quoi les Africains aspirent. Ils sont allés beaucoup plus loin. Ils sont allés beaucoup plus loin dans le sens où ils vont bientôt mettre en place leur monnaie. Si tu n'as pas ta monnaie, c'est un peu chaud, économiquement parlant. Quoique ayant toutes les ressources qu'il faut. Je pense que c'est ça que, bien évidemment, les ennemis vont essayer de combattre, vont essayer de saccager, vont essayer de détruire. Parce que la création de la monnaie des pays de l'AES aura fini de parachever ce fabuleux projet de l'Afrique digne et de la liberté des Africains en tant que tel. On va y arriver, mais ce ne sera pas aussi évident. C'est pour ça qu'il faut les accompagner. Il faut sortir de cette monnaie appauvrissante, cette monnaie esclavagiste qu'est le CFA. Je vous ai longuement expliqué, mais en français très simple et terre à terre, le fonctionnement du franc CFA. Vous avez compris pourquoi est-ce que nos économies sont phagocytées de l'intérieur. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas nous départir. Parce que nous sommes obligés de payer pour le fait que cette monnaie-là soit garantie. Pour maintenir la parité euro-CFA. Ça nous coûte beaucoup en réserve. Plus de 50% des réserves d'échange sont toujours à verser dans des comptes d'opération qu'on dit fermés. Mais c'est faux. Ça existe toujours. Donc, tu ne peux pas gagner autant quand tout ça ne te sert qu'à garantir une certaine stabilité, je dirais, monétaire. Alors que tu as les ressources qu'il faut pour toi-même battre monnaie et puis soutenir le bon fonctionnement de cette monnaie-là. Parce que tu as les ressources qu'il faut. Tu as les moyens qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'attirer l'attention de la Côte d'Ivoire à travers les différents dirigeants qui sont en train d'emmener la Côte d'Ivoire sur un terrain très glissant. On va s'engluer dans quelque chose qui va faire que le pays va rentrer dans une situation de non-retour. Quand on pose un drapeau sur un territoire étranger, c'est une déclaration purement et simplement de guerre. J'espère que les Ivoiriens sauront à quoi s'en tenir. Laurent Gbagbo a dit, nous n'avons pas à sous-traiter de guerre. Nous n'avons pas à nous dresser contre des pays frères avec qui nous partageons des frontières. Nous n'avons pas à le faire. Nous n'avons pas à faire cela pour faire plaisir. Voilà, à ceux-là qui nous ont installés au pouvoir. Mais je pense que pour le moment, personne ne s'en rend réellement compte. Si ce n'est ceux qui veulent vraiment s'intéresser à ce qui se passe, mais c'est très dangereux. Et tout ça, c'est le 4e mandat. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Occidentaux, les Blancs ont tourné la tête quand Alassane Ouattara a encore violé la Constitution, donc violé les Ivoiriens. Mais surtout, il a fait ce coup d'État constitutionnel-là. Et mieux, vous avez vu que ce sont ces mêmes pays dits de démocratie, de grandes démocraties, qui ont été les premiers à le féliciter. Vous avez vu tout le corps diplomatique aller à la présidence pour souhaiter bonne année, comme pour dire, nous sommes d'accord avec ton 4e mandat et que tu as bien fait de violer la Constitution. Continue de la violer encore et encore, nous serons toujours avec toi. Mais le viol de cette Constitution-là coûte cher aux Ivoiriens, en ce sens que, par le viol de cette Constitution, les Ivoiriens sont jetés en prison et payent le lourd tribut de ce braquage électoral. Personne ne trouve à dire mot, parce que bon, on est d'accord qu'il soit là pour nous aider dans notre projet de déstabilisation de l'AES. Moi qui le dis, on a arrêté Damiba. Vous voyez les informations qui fuitent. C'est trop grave. C'est trop grave, honnêtement. Je pense que faut pas jouer à ce jeu-là. Parce que pour moi, c'est jouer avec le feu. Faut même pas penser que on a la capacité de s'imposer militairement ou alors d'affronter militairement les pays de l'AES. Faut même pas rêver à ça. Quel que soit le soutien, l'appui sur lequel on pourrait compter, nous ne sommes pas à même. Si les Français étaient sûrs de pouvoir débusquer les différents chefs d'État des pays de l'AES, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils ont déjà fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne vont pas récidiver? Pourquoi ils ne feraient pas la même chose dans les pays de l'AES? Pourquoi ils ne largueraient pas des bombes sur les résidences? Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas défiler leurs chars un peu partout? Ils avaient le pied à terre dans ces pays-là. Mais ils sont conscients de la puissance de feu que détient les pays de l'AES.
c'est une armée très aguerrie, super expérimentée. Vous savez que la lutte contre le terrorisme n'obéit à aucune règle. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Parce que même dans la guerre, il y a des règles. C'est ça, en fait. Avec que c'est pas parce que c'est la guerre que tout est permis. Non. Il y a des règles même pour encadrer la guerre. Avec le terrorisme, c'est différent. Il n'y a aucune règle. C'est pratiquement comme une guérilla de rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on utilise tous les moyens possibles pour faire du tort à l'adversaire. On utilise toutes sortes de moyens. Donc ce sont des guerres qui sont très difficiles à mener. Et puis, vous savez très bien que ce sont des pays, ce sont des territoires qui sont très vastes. Mais ils arrivent quand même à mailler la majeure partie de leur territoire et à mener une lutte acharnée face à ces terroristes-là. Donc, et ça fait des années qu'ils le font. La guerre, là, ce n'est pas les défilés. La guerre, ce n'est pas rouler dans les chars à canon. Ce n'est pas les parades. C'est pas ça la guerre. Hein? Je ne sais pas si quoi on compte et puis on veut rentrer dans des conneries comme ça. Ce n'est pas utile. Ça ne nous sert de rien et à rien. Quel que soit le soutien qui nous sera apporté là, il ne sera pas possible de se mesurer aux armées de l'AES. Il ne faut même pas qu'on rêve. Ce n'est plus ces armées fantoches dont on a vu s'entraîner avec, comment on appelle ça, des fusils en bois. Non. Ils ont mis en place des ambitieux programmes de réarmement. Leur méthode ou leur mode de réarmement là n'a plus rien à voir avec ce qui se fait dans les pays qui sont encore sous la bannière, sous la coupole de l'ancienne métropole. Vous avez vu ce que, comment il s'appelle, le président français a dit concernant le Bénin. Voilà, c'est eux qui vont choisir les armes que le Bénin devra avoir. Maintenant, dans les pays de l'AES, c'est eux-mêmes qui choisissent le type d'armes qu'ils veulent. Leur modèle d'armement n'est géré par personne, sinon par eux. Et donc, ils ont la capacité d'acquérir les armes qu'ils veulent. Ils ont une puissance de feu, mais extraordinaire. Ne vous amusez pas, hein. Donc, ceux qui se réjouissent pour dire non, voilà, les terroristes. Mais vous-même, terroristes est venu en 2016 ici, vous avez fait quoi? On a attrapé qui? On a tué qui? Hein? Donc, il faut pas se vanter pour rien. L'armée de Côte d'Ivoire, à part nos FDS, là, qui ont fait preuve de bravoure, de courage, étant pratiquement désarmés face à cette puissance de feu qu'ils avaient en face d'eux. On a vu, pendant le commandant invisible, mais les gens ont voulu faire croire que ce sont les simples désœuvrés de cette commune-là qui, à coup de petites calaches là, ont pu tenir tête à l'armée des FDS. C'est faux. C'est faux. L'ONU s'y combattait depuis longtemps, à leur côté. Voilà. Notre armée a été vaillante. On a eu affaire à plusieurs armées. On a eu affaire à l'ONU. Alors qu'on sait que l'ONU, c'est un conglomérat de différentes armées réunies. On a eu affaire à ECOMOG. On a eu affaire à l'armée française. On a eu affaire à d'autres types. On a eu affaire à la rébellion dans plein Abidjan. Mais regardez la capacité de résistance qu'on a pu leur opposer. Ça, c'était l'armée de, comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire, la véritable. Donc celle que nous avons là, faut pas que nous nous tapons la poitrine. Parce qu'on parade avec, je sais pas, des types d'armement. Et on en est fiers. Oui, mais ce n'est pas ça, la guerre. On a même vu que il y a des, comment on appelle ça? Il y a des engins, voilà, mobiles, qui ne nous appartenaient pas forcément. Donc, je veux dire, il ne faut pas jouer à ce jeu dangereux d'essayer d'annexer un territoire, ami, un pays frère, venir poser le pied. Non, ça ne se fait pas. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas encore tiré les leçons de beaucoup de choses. Damiba qu'on a arrêté là, les choses qu'il a dites sont très graves. Hein. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a été très gênée lors de son transfèrement par le Togo. Mais pourquoi? Damiba, ce n'est pas un ressortissant ivoirien, à ce que je sache. Pourquoi le fait qu'il soit arrêté et extradé là, ça nous donne du tournis? Pourquoi ça nous donne des insomnies? Non, on n'a rien à voir avec Damiba. C'est un ancien chef d'État burkinabé, voilà, qui résidait dans un pays voisin, voilà, qui résidait au Togo. Et il y a eu des tractations entre deux pays libres sur le fait qu'un des ressortissants a demandé à ce que, voilà, l'un des pays a demandé à ce que l'un de ses ressortissants soit extradé. Donc, à quel moment, nous, on est préoccupés ou alors cette situation-là doit nous importer? Non. Mais si vous avez vu que les gens étaient inquiets, ou alors les gens voulaient vraiment, voilà, on a vu des supputations sortir de ça et là, c'est parce qu'ils avaient des choses à se reprocher. Damiba a dit beaucoup de choses. Voilà. Il dit que les forces spéciales se peuvent rentrer jusqu'à Ouaga, prendre IB Cacao au calme. Annie, si tu es là, par exemple, faut muter ces sauvages-là, ces bêtes-là. Donc, c'est ça, pour vous dire que si la Côte d'Ivoire rentre dans ce jeu-là, on va sortir perdant. Ouais, on va sortir perdant. Et ça, c'est parce que on est dans un quatrième mandat illégal. Parce que pour qu'on puisse fermer les yeux sur ton braquage électoral, sur
ton viol constitutionnel, sur ton coup d'état constitutionnel, sur le fait que tu emprisonnes tes ressortissants à tout va, tu muselles toute l'opposition, tu mets en prison des prisonniers d'opinion, tu utilises la justice à tes dépens, tu en fais ce que tu veux, il y a des enlèvements, il y a tout. Si on ferme les yeux là-dessus, mais c'est pour que tu fasses ce que nous on te demande. Qui ne veut pas voir le projet de l'AES être parachevé? On le sait tous. Pourquoi les tentatives répétées de coup d'État sont faites depuis la Côte d'Ivoire contre le pays frère du Burkina? Pourquoi? Que gagnent réellement les Ivoiriens à faire tomber un pouvoir dans un pays voisin? Nous ne gagnons absolument rien. Ok? Mais tu es obligé de le faire pour le compte du maître, tout simplement. Parce que le maître t'a mis là, en toute violation de nos règles. Et on est en train d'introduire la Côte d'Ivoire dans quelque chose qui, normalement, ne devrait même pas nous regarder. Ne vous y trompez pas, hein. Si vous vous amusez, le début de la fin va commencer par là. Et moi, je pense qu'on est rentré dans l'ère de la fin. Parce que je crois savoir qu'en juin, déjà, la monnaie officielle de l'AES va sortir. Je crois savoir, je peux me tromper. Et c'est un événement qui ne doit pas avoir lieu. Vous savez pourquoi? La monnaie, là, c'est beaucoup de choses dans un développement, c'est beaucoup de choses dans la souveraineté d'un pays. Surtout que vous savez que la France continue de nous tenir par le CFA. Elle tient nos économies par le CFA. Pour montrer un certain regain de vitalité de nos économies, pour se jouer le rôle de protecteur de notre situation financière et monétaire, on paye un lourd tribut. Il y a un échange qui est fait. Mais est-ce que dans cet échange-là, nous on gagne quelque chose? C'est ça la question. Non. Parce que cette monnaie-là nous avilit. Cette monnaie-là nous appauvrit. Cette monnaie-là ne nous permet pas de nous affirmer réellement, économiquement parlant. Donc, et ça fait que, en fait, c'est une autre forme. C'est une autre forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Donc, nos économies sont tenues. Vous voyez? Donc, quand vous vous émancipez, quand vous sortez de là, qu'est-ce que vous créez? Vous créez un déséquilibre. Mais ce déséquilibre-là, c'est un problème pour qui? Pour ceux à qui profite le franc CFA. Mais à qui profite le franc CFA? Mais c'est à la France. Est-ce que vous savez les réserves d'échange qui sont déposées dans le trésor français juste pour créer ou pour garantir la parité CFA-euro? Juste pour ça, pour que notre monnaie soit convertible. On va garantir seulement pour ne pas que notre monnaie se déprécie, quelles que soient les fluctuations qu'il peut y avoir sur le marché international et tout. On est sûr que le CFA là, c'est 1 euro égal à 655. Quel que soit, il n'y a aucune fluctuation. Donc, on estime que c'est une certaine stabilité. Mais une stabilité, selon qui, ma foi, nous coûte les yeux de la tête. Vous voyez? Alors que si tu as ta propre monnaie, tu as les ressources, tu as l'équipement, tu as le matériel pour garantir cette monnaie-là. La monnaie adossée à quoi? Ça adossée à l'or. Maintenant, à d'autres matériaux comme, comment on appelle ça, le pétrole. Et puis, il y a le lithium, des choses comme ça. Mais les gens ont ça à foison, c'est une catastrophe minéralogique. Donc, c'est facile de battre monnaie. Puisqu'on a la réserve pour garantir ces monnaies-là. C'est-à-dire que cette monnaie-là aura de la valeur, elle sera forte. Parce qu'il y a de quoi soutenir cette monnaie-là. Les garanties sont là. C'est ça, en fait. Maintenant, si tu as ta monnaie, ça veut dire que, je dis, mais tu es plus que libre. Tu n'es tenu par aucun courant. Tu gères ton économie comme tu veux. Allez voir la monnaie de l'AES, ce que ça va valoir. Les gens ont couru pour aller travailler là-bas. On se moque d'eux, non? Et c'est ce projet-là que les Occidentaux ne veulent pas voir prospérer. Ils ne veulent pas que des pays pauvres, mais très riches, en sous-sol, puissent s'affranchir, puissent sortir de l'emprise justement de l'ancienne métropole. Non seulement, ça ne leur profite pas, mais pire, c'est un mauvais exemple. Si ton camarade a pu se débattre pour affaiblir ceux qui les tenaient et s'en décharger, ça veut dire que tu peux aussi le faire. Donc, tout ça, honnêtement, moi, ça ne me fait pas du tout plaisir. Mais tout ça, c'est le 4e mandat. Il n'y aurait pas eu de 4e mandat, les relations auraient été distendues entre nous et les pays de l'AES. On aurait remis à plat notre coopération. Et salut, chers frères, mes respects aussi. On aurait remis à plat notre coopération et on aurait pratiqué comme avant une relation de bon voisinage, mais cette fois-ci, dans la transparence, dans la clarté. On allait signer, je crois, des accords de non-agression. Aucun des deux pays ne serait la base arrière pour déstabiliser un pays. On aurait renforcé notre coopération sur beaucoup de plans, peut-être militaire, pourquoi pas, pour lutter ensemble contre le terrorisme, une bonne fois pour toutes, pour ne pas que les terroristes puissent sauter d'une frontière à l'autre quand ils sont poursuivis ou pourchassés. On aurait mis en place
une bonne coopération aussi, des échanges commerciaux très importants, avantageux pour les deux pays. Mais tout ça, ça allait vraiment profiter à qui? Mais aux populations. On n'a pas besoin de de se regarder en chaîne de faïence, on n'a pas besoin de se tirer là-dessus. Donc il n'y a que la Côte d'Ivoire qui joue le mauvais rôle dans toute cette histoire. Tous ceux qui sont réfractaires ou qui luttent, ou alors qui cherchent à faire tomber les régimes des pays de l'AES là, sont hébergés où? Ils ont juste couvert où ça? En Côte d'Ivoire. Et les gens ne restent pas là à ne rien faire. Ils travaillent tous les jours à déstabiliser ce pays-là. Et je pense qu'on a franchi un pas qu'on ne devrait pas, à mon humble avis. Donc il faut arrêter de penser que si on essaie de rentrer de façon frontale contre les pays de l'AES, on aura le soutien de poids que constituent la France, les États-Unis. Détrompez-vous, hein. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, non? Voilà. Tout l'OTAN est derrière l'Ukraine. En fait, c'est l'OTAN qui combat. Mais dites-moi s'ils ont le dessus. Parce qu'il y a des armées qui n'ont jamais perdu de guerre. Il y a des armées qui se sont déjà frottées à la guerre. La Côte d'Ivoire a déjà fait quelle guerre réellement? Non, je pense que c'est même gênant pour moi de parler, bien évidemment, sur une situation qui va s'enlisser à un point où on va parler d'affrontement ou de guerre. On n'en a pas besoin. On n'en a pas du tout besoin. Surtout la Côte d'Ivoire, quoi. Parce qu'on n'y gagne absolument rien. Mais tout ça, c'est le quatrième mandat, comme je vous l'ai dit. C'est le quatrième mandat, il faut récompenser. Il faut obéir au doigt et à l'œil, au maître qui ferme les yeux sur la manière dont vous gouvernez. De toutes les saletés que fait Ouattara, là. Qui a levé le petit doigt? Je vais parler sur le plan international. Qui a levé le petit doigt? Je vais voir ça fait combien de temps déjà je parle. Ok. Il me reste quelques minutes. Pour vous dire, la Côte d'Ivoire est sur une pente dangereuse. On est sur un terrain très glissant. Il ne faut pas s'en prendre au pays de l'AES. Sinon, ce sera le début de la fin. Oui, ce sera le début de la fin. L'AES, c'est une chose. L'AES sait qu'il n'aura son salut que lorsque la Côte d'Ivoire ne sera plus sur l'emprise des Occidentaux. Ils le savent très bien. Ils savent que l'enjeu, c'est-à-dire que la réussite de ce projet-là, dépend clairement de qui gère la Côte d'Ivoire. Il y a un lien direct. Sinon, on n'aurait pas tenté de déstabiliser. Et puis quand on dit qu'il y a des tentatives de déstabilisation du Burkina, il ne faut pas le prendre, je vais dire, avec une certaine... avec amusement. Mais c'est réellement des tentatives de déstabilisation. Hein. Ah oui. Vous savez que les informations... Ce qui me plaît, c'est que le gouvernement burkinabé ne cache rien. Si tu vas là l'information, tu auras les informations qu'il faut. Ce sont vraiment des tentatives de déstabilisation. Vous avez vu les précédentes tentatives qui ont échoué. Vous avez vu, ça a coûté beaucoup de milliards. On a vu l'argent qui a été pris avec des gens, c'est tout ça. Voilà. Donc, si on est prêt à assumer, à aller jusqu'au bout de cette aventure-là, bah, bonne chance à nous. J'espère que Ouattara a des appuis solides. J'espère pour lui. Hein. Ce qui est neuf, c'est que ce sont les Ivoiriens qui vont en partir d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut vraiment empêcher que ces choses-là se passent. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays difficile. Il y a une dame qui me dit ça. La Côte d'Ivoire est un pays difficile. Mais nous n'allons pas désespérer. Vous voyez ce qui se passe aussi chez nos camarades aussi du PDCI. Voilà le président de l'exécutif, le président exécutif. Voilà, qui est quelque peu intimidé et tout ça. C'est ce qu'on disait. Les gens, ils pensent que parce qu'ils auront décidé d'accompagner le pouvoir d'Alassane Ouattara, ben on va les laisser respirer. Et puis bon voilà, comme ils ont décidé finalement de rentrer dans les rangs, de participer au fonctionnement des institutions, dont notamment celui de l'hémicycle, alors Ouattara va avoir une compassion pour dire, bon finalement, ils ne sont plus dans l'opposition, ils ont décidé de rentrer dans les rangs, donc on va les laisser se gérer. Non. Le quatrième mandat doit broyer tout sur son passage. Vous n'avez pas compris. Le quatrième mandat, là, doit broyer tout sur son passage. Parce qu'il faut garantir pendant longtemps que la Côte d'Ivoire ne bascule pas dans le camp qu'on n'espère pas voir que la Côte d'Ivoire bascule. C'est des enjeux qui dépassent largement, je dirais, l'aspect purement politique. On entre dans un autre champ de configuration. Je veux dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays trop important et stratégique. Donc, ceux qui doivent être à la tête de la Côte d'Ivoire doivent être ceux-là qui obéissent plus qu'au doigt et à l'œil. Voilà, de l'oligarchie occidentale.
donc de cela. Si vous voyez que Africom a sauté les pieds joints en Côte d'Ivoire, les Américains ont décidé clairement de venir prendre pied à terre, c'est parce que les enjeux ont dépassé, je veux dire, un certain cadre, quoi. Voilà, un certain cadre. Donc, le 4e mandat, c'est en fait le début d'une... c'est la définition claire du basculement définitif de la Côte d'Ivoire dans le camp de l'oligarchie occidentale. La Côte d'Ivoire sera le pied à terre, et c'est de cette Côte d'Ivoire-là qui sera lancé tout type de déstabilisation de tout pays africain, quel qu'il soit, visant à s'émanciper. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment créer les conditions pour ne plus jamais inquiéter le projet qui constitue à maintenir la Côte d'Ivoire justement dans cette situation-là. Ça veut dire qu'il faudra broyer désormais toute forme d'opposition, toute voix qui va s'élever contre ce projet-là. Sinon, quand JFK sort pour parler là, ça veut quoi? Mais quand les Iggy font vidéo sur TikTok et puis balancent, est-ce que c'est des choses qui peuvent inquiéter un pouvoir véritablement? Non. Mais pourquoi le pouvoir joue à diriger sans un gant de velours, mais avec une main de fer? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi il n'ouvre même pas, ne serait-ce que la fenêtre, pour détendre un peu, je veux dire, la situation, pour créer une certaine accalmie? Pourquoi le gouvernement ne fait pas preuve, ne serait-ce que de sympathie envers son opposition, ne serait-ce que pour jouer le jeu de l'apaisement, pour que, bon, les Ivoiriens se disent à la vérité, bon, c'est pas pire que ça, voilà, on peut quand même se retrouver. Mais pourquoi il y a une fermeté vis-à-vis de l'opposition, mais vis-à-vis même des Ivoiriens en général? Parce que ce projet-là, c'est un projet qui ne doit pas du tout échouer. Si vous voyez que Ouattara, avant la formation du gouvernement, voyage en France, et à son retour, il peut nommer son frère Premier ministre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question. L'individu en lui-même qui est nommé Premier ministre, là, vous savez qui c'est? C'est le diable, c'est le démon en personne. Quelqu'un qui peut finir avec la vie de ceux-là même qui vous ont aidé à être au pouvoir. Quelqu'un qui peut détruire la vie de ses collaborateurs. Quelqu'un qui parle des Ivoiriens en disant « laissez-les, on va les gérer ». C'est-à-dire, il s'adresse comme ça à d'autres Ivoiriens. Tu vas gérer les Ivoiriens comment? Quelqu'un qui est propriétaire d'une Gestapo, quelqu'un qui détient un goulag, quelqu'un qui torture, quelqu'un qui a une armée parallèle, quelqu'un qui détient un escadron de la mort, abusivement appelé encagoulé. La méthode des encagoulés n'est pas différente de ce que faisaient les escadrons de la mort. Hein. Voilà, les interruptions nocturnes, hein, visant à enlever d'honnêtes citoyens dans leur sommeil. Tout et tout, ce sont des méthodes que nous connaissons, que nous avons déjà vu se faire en Côte d'Ivoire. Mais comme par magie, ces mêmes méthodes-là sont de mise sous le pouvoir Ouattara. Donc allez-y comprendre que, en vérité, c'était eux qui ont toujours été derrière ce dit escadron de la mort-là. C'est d'ailleurs eux qui en ont trouvé le nom. Nous, on ne savait même pas que ça existait. Rappelez-vous que c'est eux qui ont trouvé le nom à donner à cette pratique-là. Donc, comprenez que s'ils ont décidé de mettre quelqu'un de sans cœur, de profondément vaurien, parce que vaurien n'a aucun mérite, c'est rien fait, c'est pour ça qu'il réagit par la brutalité, par la violence. C'est pour ça qu'il est très réfractaire, bien évidemment, à toute forme de contestation. Il n'entend même pas entendre un autre son de cloche autre que ce qu'il veut faire entendre. C'est pour ça que c'est très dangereux que ce soit lui. Voilà. Il a été longuement maintenu au sein de l'appareil étatique pour s'imprégner davantage de ce fonctionnement étatique-là. Mais maintenant, on veut lui donner la latitude de pouvoir exercer le pouvoir d'État. Ne vous y trompez pas, hein. C'est le réel vice-président. Vous savez que Ouattara, c'est un vieux sénile qui va bientôt peut-être se coucher quelque part là-bas, hein. Tiens, même plus, il refuse toutes les invitations à l'international. Ouattara qui aime bien être sous le feu des projecteurs à l'international. Ouattara qui aime bien se montrer dans le quota de la classe mondiale va refuser les invitations où il doit aller se faire voir. C'est très rare. Mais si vous voyez que de plus en plus, sa seule destination reste la France, c'est clair pour des besoins politiques, mais surtout, on le sait tous, c'est là-bas qu'il fait des soins. Donc, comprenez que ce n'est plus celui-là même qui maintient cette forme excellente-là pour gérer les affaires courantes. Donc, on a remis, en fait, la gestion de la Côte d'Ivoire à Birahim Ouattara. Ne vous amusez même pas. C'est lui qui gère. Regardez comment ses autres collègues ministres, là, le saluent. Pourtant, ils sont ministres, hein. Mais regardez, la même adoration qu'ils voient à Ouattara, là, c'est sensiblement et pratiquement pareil que l'adoration qu'il voit à Brahim Anténé. C'est le grand maître qui règne. Personne ne peut dire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui a été choisi
par Alassane Ouattara dans son plan de succession. La Côte d'Ivoire est devenue un royaume Mossi, excusez-moi, pas pour insulter les frères Mossi, mais vu que Ouattara lui-même, il vient du Burkina, il nous l'a dit, son père c'était un chef des royaumes non c'est ça non. Donc il estime que il a besoin de continuer dans les pas de son père. Donc il voit la Côte d'Ivoire comme un royaume où le pouvoir se délègue, où le pouvoir fonctionne en termes d'hérédité. Tu as fini de gouverner, tu es fatigué, donc tu donnes ça à ton petit frère. Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est un champ de patates? C'est pas un bien personnel. Avant que ces gens-là n'apparaissent sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire en 90, qui connaissait Birima Ouattara? Encore moins son frère. Qui savait où Ouattara vivait? Qui savait? Moi, c'est vrai, Ouattara, il est responsable de tout ça. Mais moi, j'en veux encore plus terriblement aux Ivoiriens qui se sont alliés à lui pour nous détruire, là. C'est à eux, moi, j'en veux beaucoup plus terriblement. Parce que ce sont eux qui ont décidé de s'allier à des personnes dont ils ont connaissance que ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont conscients que ce sont ces gens-là qui nous ont Non, c'est trop grave. Quand je vois toute cette fausse intelligentsia que la Côte d'Ivoire a formée, se vautrer dans la boue de la traîtrise, quand je vois les Adjoumani, les Patekachi, les Amédé, tous ceux-là, vous allez payer le prix le plus fort. Voilà. Pour votre traîtrise, pour votre accointance, parce que c'est vous qui avez donné la possibilité, c'est vous qui soutenez, alors que vous savez très bien que ce sont ces gens-là qui nous détruisent. Ouais, le PDCI, tout ça, ils sont dedans. Tous ces traites du Nord qui disaient, on amène le développement unique. Vous voyez comment ils sont de mauvaise foi, comment c'est des maudits. Ils se plaignaient du développement, que le développement n'était pas seulement au Nord, qu'il fallait vraiment revoir ces choses-là parce que c'est comme si il y avait une inégalité qui ne disait pas son nom. Comme si on favorisait seulement d'autres zones. C'est n'importe quoi. Bon, les gars sont au pouvoir, c'est plus de combien d'années? Ça fait plus de combien d'années? Ils sont allés inaugurer une usine de transformation, je ne sais pas quoi là, depuis 2020 ou quoi que ce soit là. Quand vous êtes au dîner, c'est juste la pose de la première pierre. Ça dit même pour créer un cadre propice, pour permettre, bien évidemment, à ces jeunes désœuvrés là, de pouvoir avoir du travail, ils ne sont pas capables. La seule chose qui les préoccupait chez les jeunes du Nord, c'est de les utiliser comme la chair à canon, les mettre dans une rébellion et puis venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, on les laisse pour compte. Et tout ce dont, tout ce qu'on leur donne, on fait de leur donner, c'est une couche de plaques noires abusivement appelées goudron. Et on leur demande de se satisfaire de ça. Mais maintenant, vous avez le goudron à manger. Le goudron que vous avez demandé là. Mangez ça maintenant. Non, je pense que tout ça va faire office de ce que moi j'ai appelé le grand procès. Voilà, on va pas... C'est-à-dire, quand on va récupérer notre pays, on va pas... Il y a des choses sur lesquelles nous n'allons pas passer. C'est pas de la vengeance, mais il faut qu'on soigne tout ça pour ne pas que dans l'avenir, on retrouve ces choses-là. Voilà, il ne sera plus question de faire des forums de réconciliation, quoique c'était très important de le faire. Le président Gbagbo a pensé qu'on avait des gens qui étaient foncièrement, comment je veux dire, impliqués dans le fait que la Côte d'Ivoire doit revenir sur les rails, dans le fait qu'on doit passer à autre chose. Donc il a donné la possibilité aux Ivoiriens de dire tout ce qu'ils avaient à dire, pour qu'on puisse, comme on le dit chez nous en Afrique, verser l'eau, pour se retrouver dans une certaine forme de fraternité. Mais il ne savait pas qu'en face de lui, il avait de véritables serpents. Donc c'est ça. Donc quand vous voyez un Birahima comme ça, il faut craindre pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? On fait un gouvernement pléthorique, avec plus de 28 membres issus du Nord, ou alors à consonance nordique. Qu'est-ce qui a changé, véritablement? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ils n'ont plus de réponse aux problèmes des Ivoiriens. C'est les mêmes qui sont reconduits. Depuis combien d'années? C'est les mêmes qui sont là, juste à piller, voler, détenir dans la Côte d'Ivoire, et à faire arrêter les Ivoiriens, à mettre les Ivoiriens dans une grande souffrance. Et puis, las d'avoir fait tout ça, on nous envoie maintenant le tortionnaire en chef, Birahima Téné. Il donne l'effectivité du pouvoir. C'est lui le vrai président. C'est lui le vrai premier ministre. On lui demande là d'exercer maintenant le pouvoir d'État. Parce que bientôt il sera confirmé dans cette charge-là. Et les Ivoiriens restent là sans rien dire. On dit non, on fait la politique. Non, il faut que PDCI aille ici. Non, il ne faut pas, on va signer ça. Et puis on est dans des bêtises alors que la situation de la Côte d'Ivoire est
tellement grave. Vous pensez que tout ce qui est en train de se passer là, ça se passe par leur bon plaisir? Vous pensez que bon, c'est maintenant ils réfléchissent à voir, bon, qui on va mettre ici, qui on va mettre là? C'est un projet, je vous l'ai dit. C'est un projet d'envergure et qui a pris du temps à être concocté avec l'aval de cette puissance étrangère là. C'est un projet. Vous voyez, non seulement la vie des Ivoiriens est devenue invivable, on vit tellement mal de plus en plus, on nous arrache toutes nos richesses. Les grosses voitures que vous voyez rouler à Abidjan, qui roulent ça? Vous avez vu, c'est pour des Ivoiriens. Les sociétés qui s'arrachent pratiquement tous les appels d'offres. Tellement à un moment, les appels d'offres, l'octroi des appels d'offres étaient catastrophiques. Vous avez vu que la Banque mondiale a demandé à auditer les appels d'offres là. Tellement c'était du n'importe quoi. Des appels d'offres, des marchés qui sont passés uniquement qu'au gré à gré. C'est-à-dire, on cadote des amis, on s'enrichit. Vous avez vu comment les gens sont de mauvaise foi, non? Les tickets là, c'est pour ça que tous ceux... Non, les gars qui sont... C'est des hypocrites. Hein. Gbagbo, qui était au pouvoir là, il a gouverné avec quel membre de sa famille? Venez nous le dire. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Oh, Laurent Gbagbo, il gouvernait les membres de sa famille. Est-ce que non, ça là, vraiment... Il gouvernait les membres de sa famille. Et puis, ceux qui disaient ça là, c'est qui? Les gens disent non là. Non, il gouvernait les membres de sa famille. Oui, c'est du népotisme, il y a du népotisme à la tête de Côte d'Ivoire. Voilà, les rebelles là, les Soro là, tout le groupe là. Non, Gbagbo, c'est un clanique, c'est un sectaire à la tête de la Côte d'Ivoire là. Il gouverne avec les cadres de les gens de sa famille, tout et tout. Bon, voici Ouattara qui est là. Lui là, ça a dépassé le cadre du népotisme. C'est-à-dire que, népotisme même là, pour lui-même, ce n'est pas un nom. Népotisme même, c'est petit. C'est-à-dire son frère est DAF de la présidence pour commencer. Après, le même ministre des Affaires présidentielles. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Après, on lui donne la défense. Il n'est pas fatigué. Hein. Sa femme là, son fils va gérer tout le négoce café cacao. On va leur donner la sève de la richesse de la Côte d'Ivoire là. Ils vont que se l'octroyer. Tous les gigantesques bâtiments du plateau et tout ça, on met des sociétés écrans. Mais c'est à elles que ça appartient. Ils n'ont pas fini. Il va prendre la petite soeur, non, la fille de sa soeur. Elle va être secrétaire générale. C'est ça, non? Du gouvernement. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? On est tenu par un clan, par une mafia. On est tenu par... Oh là là, c'est trop grave ça. Ça dit, son frère était DAF de la présidence. Montez-moi Gbagbo qui a nommé quelqu'un à la présidence. Quelqu'un de son clan. Non, c'est trop grave. Même PDCI qui est PDCI là. Non, on va faire ça. Tu nommes ta nièce secrétaire générale. Avant de la nommer secrétaire générale là, elle est conseillère. C'est ça non? Du président de la République. Après, elle est conseillère. Et puis, elle est secrétaire générale. Maintenant, elle secrétaire et porte-parole. Ouf, en plus. Maintenant, c'est pas fini. Hein. Maintenant, son mari, il est ministre. Maintenant, la nièce est DG, je crois, de Puma Énergie ou Geste aussi, je sais plus quoi là. Et puis, son mari, de sa nièce, est ministre de je sais pas. Et puis, c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Mais est-ce que vous les entendez parler? Les gars qui ont pris les armes là, pour dire que Laurent Gbagbo gère sa famille là. Mais c'est maintenant qu'ils viennent parler. On nomme des nièces, PCA de la CIS. C'est ce que moi, Félix dit. On les nomme à la tête de Sogepieux, des cousins éloignés. Je sais, et puis c'est un clan, mais méchant, extrêmement méchant. C'est-à-dire que c'est une dynastie. Hein? Maintenant, ceux qui ont pris les armes là pour dire que non, Laurent Gbagbo, lui, il gère avec sa famille. Voilà, c'est du népotisme, c'est du clientélisme. Et puis, ils ont les gros mots là. Voilà. Et voici un peu. Et c'est pas toute la famille élargie. Hein? Attendez. Ceux qui ont pris les armes là, ceux qui ont combattu Laurent Gbagbo pour ces pratiques là. Mais vous êtes où ça? C'est maintenant nous on vous cherche. C'est maintenant nous on vous cherche. Tout le village, merci mon frère, tout le village, les cousines, des anciennes stripteaseuses, hein,
on les prend et puis on les met DG à la tête des structures. On prend des petits neveux, des petits cousins, on les nomme ici. Les maris qui se font, les filles de ses frères, de ses soeurs qui sont fait enceinter. On a vu ici la donnée Boueb Fontaine, qui était le mari, Monsieur CG, qui était le mari de sa fille. Oh, c'est quoi tout ça là? Tout ça là, ceux qui piaillaient, qui dénonçaient ça. Attendez, excusez. Ils n'ont qu'à venir parler. Pourquoi il n'y a personne pour parler? Ah, le son est coupé? Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Les anciennes maîtresses deviennent ministres. Des femmes sans parcours. On ne les connaît pas. On dit non, elles sont ministres. Il y a une qu'on appelle Belmonde Togo qui va insulter d'éminentes personnalités comme le président Laurent Gbagbo, disant d'eux que c'est des zouzous. Mais toi qui te connais, madame, moi je ne vous connais pas. Et je suis allé voir un peu votre parcours. Jugez, voici ce parcours est inspirant. Si véritablement c'est par le fait de mérite que vous êtes ministre ou c'est par d'autres voies, je ne sais pas. Vous seul pourrez le dire. Mais je n'ai rien trouvé. Quels sont vos faits d'âme? Qui vous êtes? À qui vous rendez service? Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit vous? Qu'on prenne comme ça, et puis, vous voyez, une famille, c'est dans le royaume là, que le roi nomme ses parents à la tête des différentes institutions, des choses comme ça. C'est d'un royaume. Donc la gestion de la Côte d'Ivoire s'apparente à un royaume. Mais personne ne dénonce cela. Personne ne dit mot. Ils se sont partagés la Côte d'Ivoire comme un gâteau. Après s'être partagé la Côte d'Ivoire en famille, ils y invitent leurs amis pour que eux aussi puissent se délecter des restes. C'est comme ça que les gens, en même temps qu'ils sont au pouvoir, en même temps qu'ils ont des sociétés, en même temps que c'est des hommes d'affaires, et puis il y a des conflits de compétences, c'est pas possible. C'est sous leur règne là, les gens qui se plaignaient, voilà les Kabanyali là, qui ont fait sortir vidéo ici, pour s'ériger, pour dire non, on ne doit pas gouverner avec sa famille, que ce sont des pratiques que eux ils n'aimeraient pas voir, et on les a vus sur des plateaux télé. Qui a suivi son passage là, Kabanyali là? Qui a suivi son passage? Tout cela, on va les pendre. Non. Écoutez. C'est engagé par rapport à la question du tribalisme. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener les gens. Il faut des ressorts pour donner le meilleur du pays. Les gens. Il faut des ressorts pour donner le meilleur du pays. Les gens. Il faut des ressorts. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Vous écoutez ce qu'elle a dit? Il ne faut pas nommer des gens parce que ce sont vos frères. Maintenant, toi, tu es au pouvoir là. Hier, quand il disait que Laurent Gbagbo, il nommait ses frères là, alors que tu ne pouvais pas en apporter la preuve. Laurent Gbagbo n'a jamais nommé son frère. Le fils de Laurent Gbagbo, il s'appelle Michel Gbagbo. Son père est président. Demandez-nous ce qu'il faisait. Il partait donner cours à l'université. Laurent Gbagbo avait ses filles. Vous avez vu ces filles-là être à la tête de quelque chose? Vous les avez vues? Dites-nous. Cette Kabanyali là, voilà, il y a la région encore. Sa tête là. Attendez. Préoccupé par rapport à la question du tribalisme. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener dans le système scolaire ivoirien pour ne passer pas. Bon, moi, j'ai lui posé une question. Chère Madame la ministre, vous ne pouvez pas faire évoluer une société avec des frères, sur la base des nominations des frères, des cousins, des cousines, tout ça. Ça, c'était à une époque où Alassane Ouattara n'était pas président. Donc, ce sont des situations qui, pour vous, n'avaient pas lieu d'être. Parce qu'il fallait dénoncer cela. C'est ce qu'on appelle le népotisme à la tête de l'État. C'est pire même. Vous avez dénoncé ça farouchement. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous, là, vous êtes associé
à la rébellion. Vous êtes associé aux déstabilisateurs. Parce que vous avez estimé que ces méthodes, cette façon de faire là, n'étaient pas des choses bonnes à recommander. Vous le dites ici, sur un plateau de télé. Je suis d'accord avec vous. À l'époque, vous reconnaissiez que ce ne sont pas des choses, des pratiques à encourager. Et vous ne vous êtes pas simplement tenu à dénoncer cela. Vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez décidé d'organiser des bandes armées et puis venir tuer des gens parce que, tout simplement, ils ont nommé leurs frères à la tête des différentes institutions. On vous aurait demandé de nous en apporter les preuves. Vous n'auriez pas été capable. Mais soit, je vous l'accorde. Maintenant que vous êtes vous-même ministre dans le gouvernement où les frères a dépassé le stade. Il n'a pas dépassé, hein. Il est ministre de la Défense. Le frère, il est ministre de la Défense. Et mieux, il est vice-premier ministre. Et puis il est ministre d'État. Que dites-vous de ça? Que dites-vous de ça? Vous qui étiez en train de vous plaindre de la nomination des frères, là, Madame Kaba Niali, là, qui dit qu'elle est ministre de Ouattara, là, pourquoi subitement vous vous taisez? Vous allez payer pour tout ça. Parce que vous avez pris la vie d'honnêtes citoyens pour, selon vous, dénoncer justement ces mauvaises pratiques-là. Mais quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous faites même 10 000 fois pire. C'est vous qui gérez la Côte d'Ivoire comme une entreprise familiale. C'est Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire. On l'a vu de nos propres yeux ici. En 1990, d'abord en 89, c'est là qu'il est apparu devant les Ivoiriens. On ne savait même pas qu'on avait un ressortissant. Les fils de la Côte d'Ivoire, là, ils sont connus. Donc avant que vous ne veniez en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire existait. La Côte d'Ivoire fonctionnait. La Côte d'Ivoire, on vivait. Il y avait route, il y avait pont, il y avait l'eau, il y avait courant, il y avait école. Est-ce que quand vous êtes venus là, les Ivoiriens ne partaient pas à l'école? Il y avait l'INP, il y avait l'ESCA, il y avait l'école d'agronomie. Il y avait toutes ces écoles-là qui étaient là. Il y avait les lycées, il y avait les collèges, il y avait les sociétés d'État, il y avait la CIE, il y avait la Petroci, il y avait tout ça. Ça existait? Ou bien il n'y a que quand vous êtes arrivé que tout ça subitement est apparu, comme par magie. Tout ça existait. Donc c'est quoi vous voulez nous faire croire que vous avez apporté de nouveau? À part cette plaque noire, cette couche noire, abusivement appelée goudron, qu'est-ce que vous avez créé de nouveau? Juste pour laisser votre nom dans, je sais pas moi, dans la vie politique ivoirienne, on va faire immeuble de 72, mais on s'en fout de ça. Il y avait immeuble à Abidjan, il y avait immeuble en Côte d'Ivoire. Il y avait immeuble en Côte d'Ivoire. Moi, je sais pas. Donc, moi, je vais dire la chose suivante. Vous êtes mieux vis-à-vis de ces pratiques moyenâgeuses que vous avez longtemps dénoncées à coups de fusil, à coups de bombes et à coups de rébellion. Mais vous allez rendre compte pour ça. Vous tous, vous allez rendre compte pour ça. Vous allez partager la responsabilité qui incombe à Ouattara. Parce que vous voyez très bien cette dérive-là, que vous avez pourtant dénoncée hier. Mais aujourd'hui, vous vous en félicitez. On aurait cru que ces dérives qui étaient dénoncées hier sont subitement devenues des modèles à pratiquer. Pas de problème. Toi, tu disais que hier, on ne doit pas nommer son frère. Que tout ça, c'est très mauvais pour le bon fonctionnement de l'État. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le gars, il nomme son frère. Et vous la fermez. Vous ne dénoncez pas. C'est-à-dire que ce qui était dénonçable hier devient une vertu. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Dieu merci qu'il y a la VAR. C'est ça qui me plaît là. Rien ne se perd. Tout est là. Tout est consultable. Ce sont des éléments qui vont se retourner contre vous. Et nous vous regardons. Parce que vous voulez faire croire que c'est à votre avènement que la Côte d'Ivoire est subitement devenue, comment on appelle ça, un pays. Vous vous foutez de qui? J'ai été choqué du discours de Patrick Kachi devant Alassane Ouattara. Quand il dit que, quand Ouattara, tout cela, lui là, on va le pendre. Il est très méchant, très mauvais. Lui-même, il a fait les panels sur lui maintenant. Patrick Kachi, je vais faire panel sur toi maintenant. Il s'arrête dans Ouattara et puis il dit, quand tu as pris le pouvoir en 2011, je vais vous demander de tapoter pendant une minute. On peut pas être 200, puis mon guichet à 22 000. C'est pas une télé, tapoter, vous en prie. Tapoter. C'est que c'est mon seul compte qui est là. Si ce compte-là a sauté, je suis foutu. Parce que je n'ai pas de compte de secours. Voilà, donc tapoter un peu. Tapoter même pas. Tapoter au moins, on va arriver au moins à 24 000, 25 000. On ne va pas bloquer. Donc à tapoter seulement. Non seulement vous n'envoyez pas les cadeaux,
Et puis, vous tapotez pas. C'est pas une télé, hein, c'est une télévision, tu tapotes pas. Hein. Essayez de télé d'écran, tapoter un peu. Donc, je disais, il se tient devant Ouattara. Et puis, il dit à Ouattara, ça m'a donné de vomi. J'ai eu honte. Ça m'a donné plein de ventes en même temps. J'ai eu honte. J'ai dit, mais attends. Que avant l'avènement de Ouattara au pouvoir, toutes les routes de Côte d'Ivoire étaient délabrées. Avant l'avènement de Ouattara au pouvoir, toutes les routes de Côte d'Ivoire. Et il le dit en modo-vision. C'est quand Ouattara est venu là, qu'il a reconstitué le réseau routier, qu'il a permis que la Côte d'Ivoire soit dotée d'infrastructures routières. Parce qu'avant son avènement, tout était devenu exsangue, il n'y avait plus de réseau routier. Et puis, un grand monsieur comme ça, il est arrêté là. Toi, tu étais ministre des Affaires, ministre des Infrastructures, pendant plus de 20 ans. Toi, tu vas venir dire que le réseau routier là, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Que tout est gâté, il n'y a rien. Les Ivoiriens marchent ou alors utilisent des chevaux ou des chameaux pour se déplacer. Tant les routes sont impraticables. Non, mais je veux dire que c'est ceux-là qui nous rendent la vie beaucoup plus difficile. Si quelqu'un veut rentrer chez toi, si ton ennemi veut rentrer chez toi, il ne le pourra pas parce qu'il ne connaît pas tes habitudes. Il ne connaît pas ton mode de vie. Qui va lui faciliter l'accès de ta maison? Mais c'est quelqu'un qui vit chez toi. Donc pour que le ver puisse entrer dans le fruit là, il a fallu que quelqu'un ouvre la porte au ver pour que le ver puisse entrer dans le fruit. Donc c'est ceux-là qui permettent aujourd'hui que tous ceux que vous voyez sur cette photo-là puissent nous piller. Ça c'est pire. Et non content d'avoir géré la Côte d'Ivoire, d'avoir régné sans partage à la tête de ce pays-là, maintenant qu'il est rassasié, il va nous emmener son petit frère. Mais si c'était comme ça on faisait là, est-ce que lui, Dramane Ouattara, il serait à la tête de la Côte d'Ivoire? Parce que c'est au forceps qu'il a été à la tête de la Côte d'Ivoire, mais il y a quand même eu des élections. Et ils se sont réclamés être vainqueurs des élections là. Ils savent très bien qu'ils n'ont jamais été vainqueurs. Mais c'est parce qu'il y a eu d'abord des élections. Si c'était comme ça, les choses se passaient. Où il fallait exclure. Et puis, regardez. Des gens disent que eux, ils ont pris les armes. C'est eux qui parlent en plus. C'est même pas nous qui parlons. C'est eux qui parlent. Il ne sait pas. C'est eux qui parlent. Ce n'est même pas nous qui parlons. En plus. Il va vous montrer une petite vidéo là. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. C'est eux qui parlent en plus pour dire que... On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise. On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise. D'où on avait un effectif très réduit. On avait du matériel. Moins de matériel. On s'est même, je dis, servi sur le terrain. Donc, pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en un point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Et je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du Nord, de l'Est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Ce décérébré là, lui là, c'est le Ousmane là. Mais Alassane Ouattara cherche qui a financé la rébellion, qui a été auteur, qu'est-ce qui s'est passé. Mais lui-même, il dit, il a dit, dans ce témoignage vidéo que vous avez vu, il affirme clairement qu'il a été un membre, il a fait partie de la rébellion, il a dit les projets, et il a dit la chose suivante, il lutte pour ou contre l'exclusion des candidats. C'est pour ça qu'ils ont pris les armes. C'est pour ça que les Kabanyali là, elles sont parties derrière Ouattara. Parce que eux ils disent que le gars il est exclu. Voilà un de ces chefs de guerre ici, qui pose le débat pour dire que c'est à cause de l'exclusion. Mais une fois au pouvoir, l'exclusion serait-elle devenue une vertu? L'exclusion est devenue recommandable. Ceux qui se sont battus, soi-disant hier, là, je ne sais pas ce qu'ils appellent se battre d'ailleurs, ceux qui ont versé le sang, là, l'exclusion est devenue une chose recommandable. Eux tous la ferment subitement. On exclut des gens, des candidats. Eux, ils disent que c'est pour ça qu'eux se sont battus. Quand ils étaient entre griffes battus, je ne sais pas si ça dit quoi. Maintenant, ils viennent, ils sont au pouvoir, ils excluent des gens. Et puis, subitement, il n'y a personne qui se plaint de cela. Vous allez avoir le même traitement
que ce que Ouattara va endurer là. Parce qu'on ne peut pas jouer ainsi avec la vie des Ivoiriens, en définitive. Donc, si je comprends bien, il y a eu toute cette tuerie-là, il y a eu tout ce massacre des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont tombés comme des mouches, juste pour qu'une famille s'accapare de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir la traiter comme une vache en train de regarder un train passer. Ça veut dire que tout ça, c'est juste pour que il y ait une famille qui prenne la tête de la Côte d'Ivoire, pour traiter la Côte d'Ivoire, et se partager la Côte d'Ivoire avec d'autres amis. C'était juste pour ça. Madame Kabanyale, vous qui étiez contre la nomination des frères au pouvoir, le frère a 4 postes, il est député, il est ministre d'État, il est ministre de la Défense, il est premier ministre. Quand c'est comme ça, là, ça vous dit rien. Là, c'est bon. Le cumul de postes qui était dénoncé, qu'on dénonçait hier, sous Laurent Gbagbo, comme s'il y avait des cumuls de postes sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. On a un ministre qui est président du conseil régional, qui est député, qui est ministre, qui est conseiller, qui est voleur, qui est détourneur. Et puis lui seul, il a tous ces postes-là. On a des analphabètes qui n'ont jamais fait les bancs, qui occupent des mairies, qui sont des conseillers du président, qui sont députés. On les entend s'exprimer. Ça donne à vomir. Et ce sont ceux-là, ces cancres-là, qu'on prend pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce n'est même pas une punition. C'est simplement qu'on veut nous exterminer. Et c'est un règne sans partage. Les gens règnent. Regardez, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, là, ça a été un règne sans partage. Il n'y a pas une ouverture qui a été faite pour d'autres, comment on appelle ça, pour d'autres formations politiques, pour même laisser entrer la société civile, pour permettre à d'autres technocrates de s'illustrer. Quand vous voyez la réunion du RHDP à la rue Le Pic, vous avez l'impression que c'est un conseil de gouvernement qui a lieu. Tous les membres du gouvernement sont issus d'un seul parti politique. C'est un règne, ça ne s'est jamais vu. C'est un règne sans partage. Les gens pillent, volent, mangent, sans même se soucier de quoi que ce soit. Pendant près de 20 ans, ils sont dans cette disposition-là. Et c'est eux qui se plaignaient tantôt que la Côte d'Ivoire n'était pas pleinement entre les mains des Ivoiriens. Voici ce qu'ils font. Pas de problème. Je vois que ça fait combien de temps d'essayer de ne pas dépasser 1 heure. Oh, ça fait 1h30 que je parle. C'est déjà trop. Donc, moi, je pense que je vais vous laisser. On est là tous les jours. Hein. Si Dieu nous en donne la force, on est là tous les jours. Ça fait 1 heure. Je décide de ne plus parler trop longtemps. Parce que ça devient trop long et monotone. Et en plus, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Donc, c'est peut-être en week-end, on peut faire des lives sur 5 heures, 6 heures de temps. Mais en semaine, comme ça, je m'interdis de le faire. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Hein. Quand je dis un plaisir, pas un plaisir de parler des déboires que traversent les Ivoiriens. Non, je ne peux pas me réjouir de la difficulté, de la souffrance qu'endurent les Ivoiriens au quotidien. Non. Quand je dis c'est un plaisir, c'est un plaisir de me retrouver avec vous. Voilà. Parce que c'est à cause de vous que nous, on a décidé de sortir de l'ombre, de s'exposer. Sinon, pourquoi j'aime m'exposer? J'ai ma vie à mener. Donc, si je le fais, c'est à cause justement de mes frères ivoiriens et de mon pays. Donc, c'est un plaisir en fait de me retrouver avec vous. Mais ce n'est pas un plaisir pour moi de parler de la souffrance des Ivoiriens. Au contraire, c'est avec beaucoup de peine. Parce que je sens réellement cette souffrance, cette difficulté, cette précarité dans laquelle les gens ont mis la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui est très très difficile. En tout cas, je vais vous souhaiter à chacun et à chacune de passer une excellente nuit. Pour ceux qui vont se réveiller, bonne journée. Et pour d'autres qui sont encore... Ouais, Félix, faut qu'on s'appelle, hein. Il est passé à toi. J'espère que tu vas bien, mon frère. À tout à l'heure. Merci beaucoup et puis que Dieu vous garde. On est ensemble. Prenez soin de vous. Continuons de penser à la Côte d'Ivoire. Continuons de prier pour la Côte d'Ivoire. Surtout ça, pour ceux qui ne peuvent pas peut-être se rendre utiles dans la lutte. Il y a une autre forme de lutte. C'est vraiment de mettre la Côte d'Ivoire en prière. Voilà. La vie n'est pas que matérielle. La vie est aussi spirituelle. Donc, on peut recommander la Côte d'Ivoire entre les mains de Dieu pour que vraiment sa miséricorde puisse toucher ce pays-là, pour que nous puissions enfin être
Merci beaucoup. Dieu vous garde. Ciao, ciao. Merci.